Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de la saga Streamakers et de l'aventure Streamakers. Streamakers, ce sont trois entrepreneurs, Jean-Baptiste, Damien et moi-même, Jérémy, qui avons décidé ensemble de créer un SaaS par mois, des SaaS qualitatifs, de rechercher des produits market fit en se concentrant sur le secteur du marketing. Et on a décidé de partager cette aventure avec vous. D'abord parce qu'on aime la vivre et qu'on avait aussi envie de la faire connaître et de partager notre philosophie avec ses particularités. Donc je vais laisser les différentes personnes se présenter, à commencer par Damien Cosset, qui est donc l'autre développeur de l'équipe. Bonjour à tous, donc Damien Cosset, effectivement développeur. J'ai 32 ans, ça fait 7-8 ans maintenant que je suis développeur. J'ai rejoint l'aventure en juillet, voilà, avec Jean-Baptiste et Jérémy. C'est pour la présentation, Très bien. ça Et suffit pour JB. l'instant. Ouais. Bonjour à tous, moi c'est Jean-Baptiste, donc je suis le designer du trio et j'apporte la partie design. Alors JB, qu'est-ce qui t'a fait rejoindre ce projet, cette équipe? C'était quoi la motivation de départ? Alors moi la motivation principale c'était déjà de faire des projets à côté, euh, c'était du 5 classique et c'était aussi les membres de l'équipe. Donc faire ça pas tout seul dans son coin, mais faire ça en équipe avec des expertises variées qui moi m'intéressaient et pouvoir du coup explorer d'autres sujets. Parce que bon, j'étais freelance pendant une dizaine d'années, donc j'étais habitué à switcher de sujet et à en faire plusieurs en parallèle. Toi, Damien, qu'est-ce qui toi t'a motivé à rejoindre le projet? Sensiblement la même chose. Hein. Moi j'ai été freelance, donc j'ai rarement été dans des équipes durables, de pouvoir construire des projets sur le long terme. J'ai toujours eu envie de faire des projets, de construire des projets, de lancer des projets. J'ai jamais vraiment réussi à le faire tout seul, j'ai jamais vraiment eu envie de le faire tout seul. Et donc d'avoir d'autres personnes avec qui construire ces choses-là, c'est ce qui m'intéressait. En plus de le faire avec des gens que je connaissais et avec lesquels j'aimais travailler. Donc voilà, c'était surtout ça le point, le point qui m'intéressait moi. Ouais, c'est vrai que dans la philosophie, en tout cas Streamaker, c'est de pouvoir d'abord travailler en équipe. Travailler en équipe dans une ambiance sympathique et à la fois efficace. Voilà, donc ce qu'on cherche, c'est des stratégies simples et efficaces pour venir créer des produits, faire de l'entrepreneuriat, créer des SaaS, et surtout des systèmes qui soient réplicables aussi. Qui soient réplicables parce que bah, on voit que la grande difficulté dans l'entrepreneuriat, au-delà de l'exécution, c'est de trouver le product market fit, c'est de faire du marketing, etc. Et donc l'idée de s'associer, c'était de faciliter la découverte de ces product market fit. Alors, quels ont été, J- JB, est-ce que toi, de tes expériences passées, parce que tu as travaillé dans différentes sociétés, dont certaines qui faisaient du SaaS, peut-être d'autres qui ont levé des fonds aussi, je ne sais pas. Euh, que- Qu'est-ce que tu as vu dans ces sociétés qui faisaient le succès? Qu'est-ce qui fait qu'un produit vraiment démarre et accroche? Moi, de mon expérience personnelle, du coup, il y a quand même un certain focus autour de, de l'UX, donc notamment faire en sorte que on trouve soit une utilité, soit une récurrence d'usage, en tout cas un produit. C'est-à-dire que ça puisse vraiment soit matcher des attentes ou se présenter dans un moment de vie sur lequel l'utilisateur peut vraiment se lancer. Il y a clairement un aspect de la récurrence aussi, quelque chose qu'on va utiliser qu'une seule fois. Bon, c'est moins facile pour pousser l'usage. Et de manière générale, en tout cas, il y a cette considération
de faire quelque chose par rapport à l'utilisateur final. C'est-à-dire de faire en sorte que ça matche soit son besoin, soit sa culture, soit en tout cas ses habitudes. J'ai plutôt travaillé sur des projets comme ça, en fait, qui tournaient autour du fait d'aller trouver des habitudes plutôt que d'essayer d'en créer, parce que ça c'est encore un autre niveau. Voilà, et je trouve que de manière générale, en fait, il y a cette question tout simplement de rapidité d'itération autour d'informations qu'on peut obtenir, de retours et de tests qu'on peut faire auprès des utilisateurs de ce produit. Et donc, ouais, si je le résume en un seul mot, c'est l'écoute. L'écoute des utilisateurs et de ce qu'ils font. Et toi, Damien, de ton côté, merci JB, et toi, Damien, de ton côté, est-ce que tu dirais que, d'abord, est-ce que tu avais connaissance du concept de Product Market Fit, avant de rejoindre Screenmakers, etc. Et est-ce que dans les projets que tu nous disais tout à l'heure, perso, que tu avais pu avoir envie de lancer ou autre, est-ce que tu avais des stratégies marketing? Est-ce que tu réfléchissais à les lancer? Est-ce que tu as vu une démarche ou des débuts d'idées de démarche ou est-ce que c'était un sujet qui te faisait peur ou que tu n'avais pas envie de traiter, quoi? C'était surtout un sujet que j'avais pas envie de traiter, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les problèmes techniques que je pouvais rencontrer. Euh, En fait, je pense que je rejoins JB sur le fait que j'essayais de construire des choses sans avoir réellement fait des recherches sur ce que j'essayais de résoudre comme problème. Et je me disais juste, bon voilà, j'aimerais bien construire un truc qui fait ça, sans vraiment réfléchir si vraiment c'était quelque chose qui aurait pu être utile à qui que ce soit. Moi, c'était surtout cette partie-là qui pêchait le plus, c'était de me dire, ok, est-ce que le produit que j'essaie de faire va être utile à qui que ce soit? Et tu parlais de la récurrence, bah, moi, le peu de produits que j'ai essayé de construire de mon côté, en fait, bah, il n'y avait pas du tout cette récurrence-là, quoi. Je me disais pas, est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce que je réponds à un besoin? Est-ce que il y a un point de douleur qui va être allégé avec ce produit? Au final, bah non, donc bah du coup, oui, bah c'était plus ou moins perdu d'avance, quoi. Et je pense qu'il y a aussi je pense qu'il y a aussi ce problème avec certains entrepreneurs, c'est d'essayer de faire des produits, c'est cool. Ça peut être toujours intéressant de résoudre un problème technique. Mais si ça va pas plus loin dans la réflexion de se dire, bah, est-ce que ça va vraiment aider des gens et ça va vraiment aider certaines personnes à mieux faire leur activité, j'imagine que c'est perdu d'avance, quoi. Ouais, Donc ça, en, en c'était ça fait, mon problème. ça ramène, la réflexion est intéressante parce que elle ramène à la valeur de l'idée et aussi la valeur de l'innovation parce qu'on voit que dans les entrepreneurs et notamment dans les bootstrappers, indie hackers, en tout cas tous ceux qui veulent pas lever de fonds, souvent ce qui marche c'est de reproduire des choses qui existent déjà en apportant une offre légèrement différente, une fonctionnalité légèrement différente, etc. Et sur les idées plus innovantes, etc., qui se créent sur le marché, en tout cas, de mon expérience, de ce que j'en ai vu dans les différents startups où je suis passé, euh, voilà, aller faire un bon produit, une bonne UX, un bon dev, etc., c'est une chose. Mais aller trouver un marché qui s'aligne avec un produit et qui répond à un vrai problème pour lequel les gens sont prêts à payer, ça, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, mais aussi, moi j'observe qu'il est difficile de savoir à l'avance si une idée correspond à un marché. Il y a vraiment besoin de l'expérimenter, il y a vraiment besoin de la tester, il y a besoin de la mettre dans la main des utilisateurs. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se dire, ok, cette idée elle est bonne ou cette idée elle marche pas. Et donc c'était aussi l'objectif de pouvoir faire un projet par mois, en partant du principe que c'est en développant plusieurs produits, en les mettant dans les mains des gens qu'on allait voir ce qui marche et ce qui marche concrètement. Alors, ben, Et du coup, ça veut dire que, pour rebondir, parce que tu parlais des startups et tout, ça veut dire que il y a, il y a beaucoup de startups en fait qui lancent des produits, font des levées de fonds sans avoir une recherche de product market fit poussée au début, quoi. ben, La façon dont tu le dis, j'ai l'impression que c'est un peu le. ouais, aujourd'hui, c'est tout à fait ça. Une start-up qui lève des fonds, alors parfois de l'attraction, parfois elle n'en a pas. Donc si elle n'en a pas, effectivement, il n'y a aucun product market fit. Et surtout, la plupart du temps, les projets naissants,
n'apportent pas la preuve que les quelques utilisateurs qu'ils ont vont grossir au point de justifier une levée de fonds de 500 000, 2 millions, etc. Parce que l'objectif, c'est d'apporter quand même aux investisseurs un retour sur investissement significatif. Mais ça, c'est pas un problème pour les fonds d'investissement, parce que les fonds d'investissement, ils disent très ouvertement qu'ils partent du principe qu'il va y avoir 5-10% des startups qui financent, qui vont fonctionner, et comme quand ça fonctionne dans la tech, ça fonctionne très fort, ben eux, en fait, ils sont couverts. Et la seule personne qui prend un risque inconsidéré en faisant all-in dans l'équation, c'est l'entrepreneur, en fait. C'est l'entrepreneur. Et donc ça, c'est le sujet qu'on essaie de résoudre en s'inspirant ben, justement de la finance, des investissements, du trading. C'est de dire, ok, on fait pas all-in, on va investir, d'abord, c'est pas de l'argent qu'on investit en tant qu'entrepreneur, c'est du temps, c'est quelque chose qui a vachement plus de valeur. Et ce temps, ben, on va l'investir pas dans un projet, mais dans plusieurs. Et pour l'investir dans plusieurs, ben, ça veut dire qu'il faut passer moins de temps sur chaque projet, parce que on peut pas faire un projet par an pendant 10 ans. Donc c'est l'idée de faire 12 projets par an, tout en gardant un certain niveau de qualité. Alors, JB, justement, pour toi, parce que chez nous, la qualité, c'est un sujet qui est important, on se dit que pour tester une idée, il faut bien la tester. Ça ne veut pas dire qu'on fait un gros produit, mais ça veut dire que ce qu'on fait, on le fait bien. Alors, la qualité, ça veut dire quoi en termes de marketing, de design, etc. C'est quelque chose d'assez subjectif. Ça se mesure comment? Est-ce que c'est subjectif et ça se mesure comment? C'est clairement subjectif de toute façon, parce que ça va dépendre aussi de l'attente qu'on peut avoir. Et puis, dans notre modèle, comme on est sur une logique de système en plus, et qu'on construit le système en même temps qu'on monte les projets, ça veut concrètement dire que les premiers projets, on passe plus de temps à créer le système, et sur les prochains, on passera moins de temps à établir toutes les bases du système et plus de temps justement à aller voir les choses qui sont peut-être plus spécifiques. Moi, pour ma partie sur le design, ça va être par exemple la logique de branding ou sur les parcours, les fonctionnalités qu'on peut livrer. Alors après, nous, la qualité, en tout cas, ce qu'on fait, c'est que on définit quand même notre produit, on définit les fonctionnalités qu'on veut, euh, et puis après, on définit surtout ce qui est le cœur de ce produit. C'est toujours cette logique du MVP qui toujours très ouverte à l'interprétation, à comment est-ce qu'on l'entend. Il y a la logique du minimum viable product, donc c'est le minimum pour que ça puisse tourner. Il y en a d'autres qui parlent du minimum lovable product, donc le minimum pour que le produit soit vraiment apprécié, vraiment utilisé. Bon, nous, on est sur une espèce d'entre-deux, où c'est-à-dire que on positionne ce qu'il faut pour que ça puisse tourner. Je prends le cas de Unicred. Le cas de Unicred, nos core values, c'était le fait que les utilisateurs puissent voter, qu'on puisse montrer le fait qu'ils aient voté sur les pages pour apporter des preuves sociales, qu'on puisse récupérer le feedback et qu'on puisse engager aussi derrière l'utilisateur. Et d'un point de vue du client, donc celui qui va acheter la solution, c'était le fait d'avoir son suivi quand même de metrics et le retour sur justement tous ces feedbacks, tous ces commentaires, le temps passé. Donc nous, c'est ce qu'on avait défini comme étant le minimum pour que le produit soit utilisable, utilisé, et qu'on puisse aimer l'utiliser. Et c'est ça aussi notre côté arbitraire de la qualité, puisque notre principale contrainte, effectivement, c'est le temps. Euh, on investit notre temps, mais on a une fenêtre limitée. Et la qualité, c'est comment est-ce qu'on jongle entre ce qu'on cherche à produire, le temps qu'on a pour le produire, et le fait de faire quelque chose qui soit utilisable et qu'on puisse aimer utiliser. Merci JB. Alors, du coup, tu parlais, oui, du système, parce qu'on est en train de créer une chose qu'on a appelée l'entrepreneurship system. Donc, c'est-à-dire entreprendre avec un système répétable qu'on construit au fur et à mesure et qui fait qu'on va plus vite sur les prochains projets. Donc, là-dessus, Damien, comment est-ce que toi, qu'est-ce que c'est le système pour toi chez Streamakers et en quoi il aide sur les projets? Pour moi, c'est de pouvoir me dire d'avoir une fondation qui change pas de projet en projet, quoi. Je sais que ce que j'ai réutilisé, ce que j'ai utilisé sur les projets précédents, je vais pouvoir le rajouter, je vais pouvoir le réutiliser sur les projets d'après. Bah, ça veut dire tout le temps utiliser la même stack technique. Donc j'ai pas besoin d'apprendre de nouveaux langages, de nouvelles librairies, de nouvelles frameworks. Comme on a en plus une cible qui est toujours la même, on réutilise les mêmes concepts, les mêmes principes, et ça permet
comme le disait JB au départ, on est focus sur le système, c'est aussi de la même façon sur le dev, il y a aussi des choses voilà, qu'il faut ajuster sur les premiers projets. Et puis une fois que ça s'est fait, bah, on n'a plus à le refaire. Et on gagne en vélocité sur les projets d'après. Et surtout ça, la force, en fait, c'est d'accepter qu'on est une cible et de faire des projets qui se ressemblent sur ce plan-là. On a tout le temps la même cible, avec tout le temps les mêmes objectifs techniques qui résout évidemment différents besoins, mais au moins d'avoir cette même cible, avec cette même stack, cette même fondation, ça nous permet d'itérer de plus en plus vite. Donc voilà, surtout ça, le gros point fort en fait du système pour moi, sur le côté dev. Et puis toi, Jérémy, c'est toi qui avais eu le premier idée hein, de ce système. Bah, qu'est-ce que tu envisageais à la base en fait hein, quand tu avais eu cette idée? Ouais, la genèse de l'entrepreneurship system, c'était la lecture du livre de Jesse Livermore sur le trading, dans lequel il dit il y a une différence fondamentale entre le trader et l'entrepreneur. Le trader, il rentre dans des actions avec un système probabiliste gagnant. Donc il applique un système à toutes ses actions. Il rentre dans une action et en fait il ne sait pas si elle va marcher ou pas, il s'en fout. Parce que elle rentre dans son système et il sait que son système, sur la masse, il sera gagnant. Alors que l'entrepreneur, de son côté, lui, il mise tout sur une conviction. Il mise tout sur une conviction. Et donc moi, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, bah, d'abord, c'est très vrai. C'est très vrai que l'entrepreneur, il mise tout sur une conviction. Même les fonds d'investissement dans les startups ne font pas ça, ils font l'inverse. Ils ont vraiment l'approche trading. Et je me suis dit, bon, ben, moi, personnellement, je suis pas une personne qui a des convictions sur un marché. J'ai pas de conviction sur une idée. Je pense d'ailleurs que c'est assez difficile d'avoir à moins d'être Steve Jobs ou Elon Musk, mais je pense que c'est assez difficile d'avoir des convictions sur le fait que cette idée est extrêmement innovante, elle va marcher à coup sûr, les gens vont l'adorer, parce qu'il y a besoin de la tester en amont, il y a besoin d'obtenir des preuves, de gagner en certitude progressivement. Et puis il faut ce côté très agile, etc. D'ailleurs, c'est ce qu'amenait le Lean déjà avec les MVP, etc. De dire faut pivoter, faut changer d'idée, sauf qu'en réalité, l'entrepreneuriat fait qu'on est très attaché à une idée parce que on investit beaucoup de temps dedans et que c'est dur de faire marche arrière. Et là, avec ce système, ouais, qui agit comme un système de trading, c'est-à-dire c'est une fondation sur laquelle on reconstruit des projets, ben, faire le projet suivant, c'est toujours plus rapide que faire le projet précédent. Et ça a beaucoup de valeur parce que ça veut dire que le pivot, il coûte pas si cher. Et plus on fait de pivot, moins le pivot coûte cher. Et finalement, ce qui est important, c'est pas tellement d'avoir la bonne idée, d'avoir l'idée qui va marcher, de trouver direct le produit qui va fonctionner, qui va avoir un produit market fit. Ce qui devient important, c'est simplement d'exécuter jusqu'à ce qu'il y ait une idée qui marche, parce que statistiquement, et ça, c'est un sujet moi, que j'avais observé sur les indie hackers, qui est toute une mouvance d'entrepreneurs, de solopreneurs qui lancent des projets, des produits SaaS sur le net. Ben, globalement, toutes les personnes qui persévèrent suffisamment pour faire 20-30 projets, il y a toujours un projet qui marche. Et les personnes qui persévèrent suffisamment pour faire une centaine de projets, il y a toujours un projet qui marche très très fort dans le lot. Et, euh, et finalement, c'est plus un sujet de statistique qu'un sujet de talent ou d'avoir des bonnes idées. Ouais, comme tu disais, il y a aussi une logique de conviction. Effectivement, on n'avait pas de conviction forte sur un produit en particulier. Enfin, je crois que c'était le cas d'aucun de notre hein. Mais on avait cette envie aussi de construire des choses. C'était plutôt ça notre conviction en fait de base. Hein. C'était qu'on pouvait tous se regrouper pour construire quelque chose, sans finir d'ailleurs parfois, parce que je crois que c'est ce que tu as évoqué toi Damien, mais le fait que bon, pas forcément toutes les compétences pour aller au bout, ou pas forcément l'envie d'aller obtenir toutes les compétences. Par exemple, là, avec Jérémy, on a pas mal travaillé le marketing ces derniers temps. C'est pas notre cœur de métier à tous les deux. Enfin, moi, je sais que je trouve plus d'intérêt à aller le découvrir avec quelqu'un que d'y aller tout seul sur ce sujet. Toi, Damien, je sais pas, par exemple, qu'est-ce que t'as pu mettre en place en plus sur nos projets qu'est-ce qui t'a motivé là, récemment dans les projets qu'on a fait? Juste pour faire un petit aparté sur ce qu'on vient de dire, le fait qu'on n'ait pas de conviction forte sur les projets, ça veut pas dire que on n'aime pas les produits qu'on fait, hein. Et ça C'est reste quand même important à des dire, ouais. choses.
Et on reste quand même fier de ce qu'on fait et ça reste des produits qui, pour nous, résolvent des vrais problèmes qu'on rencontre au jour le jour aussi hein, dans nos activités respectives. Donc bon, c'est juste Non, mais pour mettre c'est ça. vrai, une conviction, quand je parlais de conviction forte, hein, on parle de gens, d'entrepreneurs, qui se décident à se lancer dans un projet, qui dédient 10 ans de leur vie en faisant des levées de fonds, en travaillant un nombre d'heures énormes, sans avoir la garantie qu'il y aura derrière des utilisateurs qui seront vraiment intéressés par le produit et que ça accrochera. Donc on parle quand même d'un système de financement des startups et d'une manière de monter les startups qui est extrêmement chronophage et qui demande d'avoir des convictions fortes dans son idée parce qu'il ne faut pas la lâcher. Parce que Alors du coup, pour revenir à ta question, JB, est-ce que tu peux me ah, rappeler ce que complètement. tu... Qu'est-ce qui toi t'a remotivé là sur le dernier projet qu'on avait pu livrer, Unicrate, ou qu'est-ce qui t'a amené à découvrir d'autres choses et qui a pu t'intéresser? Unicredit, pour moi, c'était intéressant parce que j'ai un blog. Ouais, j'écris de temps en temps des articles sur un blog, des articles techniques. Et bah, c'est vrai que le côté analytique, c'est toujours un peu ce qui pêchait de mon côté, de savoir exactement bah, quel genre d'article plaît vraiment aux gens. Euh, et puis, est-ce que ce que j'écris répond véritablement aux besoins des lecteurs, quoi. Moi, par exemple, j'essaye d'écrire des choses un peu, des genres tutos sur des problèmes techniques que je peux rencontrer et d'essayer de faire ça, de définir de façon simple. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un outil comme Unicredit parce que le fait que l'utilisateur puisse voter et commenter, ça me permet d'avoir plus de visibilité sur est-ce que ce que j'ai écrit répond véritablement aux problèmes que cette personne a rencontrés. Alors, en général, c'est d'autres développeurs voilà, qui essaient d'utiliser une librairie, qui ont un problème avec une framework. Est-ce que ce problème-là est vraiment résolu grâce à mon article ou est-ce que ça l'a aidé quoi. Et du coup, c'est ça qui était vraiment motivant parce que bah, c'était un problème ou une question que je me posais quand j'écris des articles, c'est toujours de se dire bah, est-ce qu'il y a vraiment une audience? Est-ce que les gens qui tombent sur cet article-là, ils ont véritablement la réponse à leurs questions? Du coup, c'était ça qui était vraiment intéressant sur le projet Unicredit pour moi, quoi. Plus grand que juste le nombre de pages vues, C'est pour le ça, coup, c'est en ça. Ouais, termes ouais, de, ouais. en termes de retour de qualité. C'était ça le problème, c'est que les analytics classiques, bah, ça a quand même leur limite, quoi, ouais, effectivement. Super. Bon, si on passe sur une autre thématique, toi, Jérémy, pourquoi est-ce que du coup, bah, tu as voulu t'entourer, d'ailleurs, dans le fait de lancer des projets, parce que tu avais déjà par le passé, toi, lancé d'autres projets, pas forcément jusqu'au bout du bout, mais plutôt en solo, et pourquoi tu as voulu monter une équipe aujourd'hui? Là. Moi, par le passé, d'abord, j'ai participé à des sociétés qui ont levé de fonds, qui ont levé des fonds en tant qu'associé, d'eux. Et, euh, et puis j'ai aussi vu de l'intérieur ce que générait comme problématique les levées de fonds et ce qu'elles impliquaient en termes de nécessité de croissance, etc. Il y a finalement des sociétés qui disparaissent après avoir levé des fonds parce qu'elles n'ont pas assez grossi, alors même que si elles n'en avaient pas levé, elles auraient très bien pu vivre le business qu'elles avaient. Donc j'avais pas spécialement envie d'avoir un modèle dans lequel j'allais lever des fonds, même si je pense que ça s'applique très bien à certains projets. Et donc je me suis intéressé à la mouvance grandissante depuis 2015-2016 du indie hacking, des indie hackers, des bootstrappers, etc. Des personnes qui créent des projets innovants, souvent en peu de temps, et qui les lancent en faisant tout seul. Et donc ils ont une très forte rentabilité parce qu'en fait ils travaillent d'affaires peuvent suffire voilà, à les lancer. Euh, Là-dessus, moi, du coup, je me suis lancé dans l'aventure Indie Hacker avec le projet Notifis, qui est une sorte de notification. Donc une cloche comme vous avez sur Facebook, mais qu'on peut embarquer dans n'importe quel SaaS. Je me suis lancé dans ce projet en septembre dernier. Euh,
Et j'ai réalisé en le faisant qu'il était beaucoup plus complexe. Je m'étais dit, je vais faire le parcours minimum, je vais faire juste un petit centre de notifs, c'est une liste de notifs, il y aura rapidement du temps réel, et puis avec un petit template pour balancer de la notif. Je me suis rendu compte que techniquement c'était beaucoup plus compliqué. J'étais encore en mars, donc le projet qui devait durer 3 semaines a duré 6 mois. Et puis surtout, en parallèle, je développais mon compte Twitter, je passais de 0 abonné à 500. Je développais le marketing, j'avais des clients intéressés parce qu'il y a un vrai product market fit sur Notifies. Je découvrais des concurrents, etc. Et j'arrivais pas à gérer tous les inputs. Et surtout, je détestais ce changement perpétuel de tâches. Commencer le matin avec un projet d'architecture, un problème d'architecture, l'après-midi sur un fixe de bug, le midi sur du marketing, le surlendemain sur du design, faire ça le week-end, le soir, etc. C'était très contraignant et pas du tout agréable. Donc, et à ce moment-là, un investisseur américain nous contacte pour mettre de l'argent dans Notify. Donc, je me dis, OK, soit je prends la direction de la levée de fonds, soit je reste indie hacker, mais j'aime pas être tout seul, soit qu'est-ce que je peux faire? Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ben, moi, ce que j'aime faire, c'est travailler avec des gens qui sont bons, c'est travailler en équipe, c'est avoir une ambiance, etc. Et puis pas être surchargé. Et donc je me suis dit, ça serait cool de travailler en équipe, mais si on travaille en équipe, il va falloir faire un projet qui marche fort. Et donc il faut qu'on trouve un moyen de trouver des projets qui marchent fort et d'investir intelligemment notre temps. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à l'entrepreneurship system. Et donc, il faut savoir que j'ai recruté d'abord 2 premiers collègues en mars dernier, avec lesquels le fit s'est pas fait. Et puis ensuite, on a commencé à travailler ensemble en juillet. Et pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure, bah, effectivement, les débuts d'association, même si on se connaît, même si on sait qu'on est compétent, même si on est motivé à s'engager dans le projet, même si on a du temps de disponible, bah, s'organiser, c'est pas forcément facile. Alors, Damien, toi, concernant justement le début du développement d'Unicrate quand on a démarré en juillet. Quel est ton retour là-dessus, ton feeling? Comment tu l'as senti? Est-ce que ça te paraissait aller dans la bonne direction, pas la bonne? Quels sont les ajustements que tu as vu qui ont été à faire? Qu'est-ce qui a été dur pour toi, même peut-être dans la motivation, je ne sais pas. Je pense que le plus compliqué pour moi au début, c'était la contrainte de temps en fait. C'est de me dire est-ce que je vais réussir à produire euh, quelque chose de qualité dans le temps qui m'est imparti. Parce que tous les trois, on a des activités professionnelles classiques. Ben, on est tous occupés dans la journée, donc c'est quelque chose qu'on fait en plus. Et donc, il faut trouver le temps, et il faut trouver du temps quand même un peu de qualité pour pouvoir produire des choses de qualité. Donc moi, c'était surtout ça, le- le- la question que je me posais, c'était est-ce que je vais réussir à trouver ce temps-là pour avancer, pour faire avancer le projet et pas ralentir les autres, parce que il y a des fois où on est bloqué par d'autres choses, et donc c'était ça le plus compliqué. Là après, bon, c'est des choses qui sont très personnelles, je pense, de comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on on organise son temps. Finalement, ça n'a pas été trop compliqué pour moi. Donc ça, c'était le truc le plus important. Après, pour le reste, en tant qu'équipe, je pense qu'il faut limiter les, les points de blocage, en fait. Limiter au maximum. Genre, moi, j'attends un input de JB, moi, j'attends un input de Jérémy, ou Jérémy attend mon input. De limiter au maximum ces obstacles-là pour qu'on ait le plus de vélocité possible. Et comment tu le limites, ça? Je pense qu'on a la chance d'avoir assez de compétences assez de compétences transverses pour faire plusieurs choses à la fois. Par exemple, JB, il est capable de faire le design et d'écrire un peu de code. Donc il n'a pas forcément tout le temps besoin que ça soit moi qui écrive le code d'une landing page, par exemple, pour faire les retours minimes sur le design, comme on l'a vu ce matin, JB. Pas besoin de faire ça, quoi. Et je pense que c'est dans cette logique-là d'essayer de mettre en avant nos compétences transverses pour aller le plus vite possible, quoi.
Ok. Même ce qu'on avait vu sur l'aspect technique, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir tout de suite tous les parcours ou toutes les maquettes pour avancer sur, par exemple, l'architecture ou ce genre d'éléments. Et Mais c'est toi, c'est assez JB? marrant ce que tu dis. Bah, tiens, je vais rebondir sur ce qu'a dit Damien parce que moi, j'avais commencé à bosser avec toi, Jérém, au mois de mars, en fait, sur Multifees. On avait fait déjà un premier essai très light par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, mais bah, tu vois, on travaillait ensemble sur les landings, etc. Bon, c'était plus sous la forme de coups de main, mais on s'était posé quelques soirs, comme ça, sur Figma, notamment pour essayer de reprendre une landing, etc. Et moi, je sais que ça avait été le premier frein, effectivement, que j'avais à l'idée de rejoindre, et c'est pour ça d'ailleurs que tu avais fondé une autre équipe avant qu'on s'y mette nous tous les trois. Et c'est tout à fait ce que tu as dit Damien, c'est cette question de pas ralentir les autres. Euh, Moi je savais qu'à ce moment-là, j'avais pas la motivation nécessaire à trouver le temps qui était nécessaire justement à avancer, et j'étais persuadé qu'en fait, bah, c'est concrètement, j'allais te lâcher au bout de 2 semaines et t'allais trouver un peu le nez dans l'eau, euh, avec un designer qui a foutu le camp. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps d'ailleurs au début à dire oui, sur Streamaker. J'ai pas dit oui immédiatement, même si j'avais exactement les mêmes motivations que quand j'ai dit oui et les mêmes envies. Mais c'était, tu as très bien dit Damien, c'est à quel moment bah, je choisis de m'organiser pour investir le temps nécessaire. On a même eu un couac un peu au début hein, du Unicred. Moi, j'ai manqué de temps, etc. Je vous ai bloqué effectivement sur quelques sujets. On avait pris un petit peu de ralentissement et ça avait failli mettre en danger d'ailleurs le momentum de l'équipe. Euh, ça met une claque, hein, ça rappelle que c'était important, effectivement, que c'était ça que je voulais éviter au début. Mais par contre, du coup, parallèlement, une fois que bon, on a réfléchi un peu à ça, moi, ça m'a remis un petit coup de motivation, quoi. Le fait que bah, on bosse en équipe, donc on est, je trouve plus le mot en français, mais on est accountable pour les autres, quoi. Je trouve que ça, c'est une motivation qui est assez cool dans cette équipe aussi à faire des choses. Euh, c'est concrètement, moi, sur motivation indie anchor solo, moi je n'y serais pas allé quoi. J'aurais continué à faire mes projets un peu tout seul dans mon coin, que ce soit jamais trop sorti, que ce soit jamais trop dépassé, mais je me serais pas lancé quoi. Je sais que j'aurais pas eu la volonté de dépenser ou d'investir le temps nécessaire à faire que ça fonctionne. Moi c'est aussi comme ça que je trouve mon compte hein, aujourd'hui dans TrueMaker. Ouais, non, ça, je pense que c'est important parce qu'en fait, il y a quand même plusieurs étapes et je pense en plus on les a tous vécues finalement. Il y a une étape déjà qui est avant l'engagement. Donc quand on va à l'engagement, il faut avoir l'énergie nécessaire pour s'engager, la motivation, etc. Donc il y a un moment où on se dit, ok, c'est ce que je veux faire, on est aligné, on y va. Et à ce moment-là où on est engagé, on a une hyper motivation, les 2 premières semaines, finalement, ça coule assez facilement. Parce que d'abord, on est sur de la mise en place, donc on sait quoi faire, il faut brancher les outils, il faut synchroniser, il faut s'organiser, etc. Tout semble simple, tout semble bien. Et puis on est dans l'euphorie du démarrage. Voilà. Et après, on arrive dans une période, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vis, qui est plutôt l'exécution pure et dure. La motivation commence à redescendre, ça fait un mois qu'on a démarré, les emmerdes commencent à arriver, tout ce qui paraissait simple est beaucoup plus compliqué que prévu, on a des problèmes de synchro, on n'est pas dispo quand l'autre est dispo, etc. Et là, à ce moment-là, ben, c'est finalement ces problèmes, c'est un cap à passer, et soit on le passe pas. Mais si on le passe, il faut trouver des solutions pour le passer, et nous notamment, bah, effectivement, il y a eu le réengagement bah, toi JB, tu t'es réengagé à nouveau plus fort, et ce coup-ci, tu as tenu. On a aussi, moi de mon côté, je sais que j'ai travaillé sur des éléments organisationnels pour pas me disperser, pas me perdre, être focus. On a aussi mis en place les roadmaps qu'on a aujourd'hui, des roadmaps au mois qu'on tient, qu'on essaie de tenir quoi qu'il arrive. Au début du mois, on se répartit les tâches, etc. Ce qui fait qu'on peut chacun s'organiser de notre côté. Et par rapport à ce que disait Damien tout à l'heure aussi, on sait qui doit faire quoi et donc on se bloque pas ou on se bloque moins. Et ça, c'est vrai que ça nous permet de dépiler les projets, de voir les points communs entre les projets, etc. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et après, alors, Damien, tout à l'heure, tu disais, oui, toi, tu faisais des projets pas vraiment avec des objectifs sérieux ni des objectifs de lancement. JB, tu disais, moi j'aurais pu continuer à faire des projets perso pour m'amuser sans vraiment les lancer. Moi, j'ai eu lancé quelques projets, mais c'est vrai, rien de fabuleux. Alors, finalement, quel a été le jour où on a livré Unicred, qui a été le premier projet qu'on a vraiment livré, c'était quoi le feeling ce jour-là? Vous vous êtes senti comment?
J'aimerais vos retours et JB, on va peut-être commencer par toi. C'était quoi là? On met en ligne. Voilà, tout notre travail est en ligne, on a zéro user. Toi, tu le vis comment à ce moment? On était super contents, on était comme des gamins à faire nos tweets, à se retweeter, à se liker nos propres tweets. Il y a eu vraiment une satisfaction profonde en fait à se dire qu'on l'avait livré. En plus, il y avait cette ambivalence sur le côté on savait que c'était pas fini, puisque effectivement après on s'est attaqué plutôt à l'aspect marketing et la suite autour des différents plugins qu'on a pu produire pour répondre aux use cases, mais il y a quand même eu ce pic d'adrénaline en fait tout simplement, de se dire ça y est quand on a sorti le premier, c'est super cool. En plus tout de suite on s'est plus senti du tout, on a dit allez, c'est parti pour le prochain projet, direction au mois d'octobre, on lance le prochain. On a eu des obstacles, on les a surmontés, on a continué, donc effectivement on l'a pas sorti direct le suivant, mais ça a débloqué quelque chose. Ça a débloqué le fait qu'on ait livré quelque chose en respectant nos contraintes de temps, qu'on estime qualitatif. On est content de le livrer, on est content de le présenter aussi et d'aller le vendre derrière. Il n'y a pas moi, c'était peut-être ma crainte aussi un petit peu dans ce qu'on avait anticipé, c'est de se dire bon voilà, on l'a construit, après on le jette quoi, on s'en fiche et on passe à autre chose. Et pas du tout. Enfin, une crête, on en parle encore aujourd'hui, on a encore des idées dessus, on sait qu'on a toujours un backlog qui est vivant dessus, et d'ailleurs on a prévu de faire des choses en fonction de si on a des utilisateurs, si on a un certain nombre d'ailleurs avec certains paliers. Mais c'était super satisfaisant quoi. Super satisfaisant. Je sais pas comment tu l'as vécu toi, Damien. Ouais, super fier en fait. J'étais super content qu'on lance le truc, quoi. Le fait qu'il n'y ait pas de clients, honnêtement, je vais pas dire que je m'en foutais, mais c'était vraiment c'était très secondaire, quoi. Parce que en plus j'ai pu le mettre directement sur mon blog et le truc il était vivant sur mon blog, quoi, direct. Euh, et j'avais mon dashboard avec mes stats à moi sur un truc que j'avais construit. Enfin voilà, c'était avec le design qu'on avait. Enfin c'était vraiment super, quoi, d'avoir fait un truc qui fonctionne, de l'avoir livré et d'avoir fait un truc bon, très subjectif, mais que moi je trouve super joli. C'était génial, quoi. C'était vraiment très cool, quoi. Ouais. Toi, Jérémy, comment tu l'as vécu le lancement du coup? Et moi, moi c'est un peu différent. D'abord, j'étais hyper impatient, j'en pouvais plus, etc. On livre ça le vendredi soir parce qu'on se dit, bon, on aura le week-end si jamais il y a des problèmes ou autre. Surtout qu'on avait bien taffé les week-ends d'avant, donc il y avait aussi de la fatigue en plus de l'adrénaline, etc. Puis là, finalement, on livre, je me dis, putain, on l'a fait. Puis 2 secondes après, je me dis, on n'a pas d'user, ça sert à rien notre bidule. Et en fait, moi, j'ai déprimé tout le week-end. Voilà. J'étais plutôt déprimé qu'autre chose. Voilà. Mais après, ça a reboosté. Et alors, c'était plutôt positif parce que ça a permis qu'on s'est débarrassé d'une étape qui était la création d'un produit. Et après, on arrive sur l'étape de la vente et en fait, on n'a que ça à faire. Et là, les vraies questions se posent. Alors, maintenant, je me dis, c'est des questions qu'on aurait dû se poser a priori et la prochaine fois, on s'y prendra différemment. Parce qu'on apprend des choses à l'exploration. Dans l'exploration du SEO, dans l'exploration des segments clients, dans des réflexions plus profondes sur la cible, sur comment on les contacte, sur où ils sont, sur comment on trouve leur email, sur par quel canal on va les chercher, de quoi ils parlent, etc. Voilà, de quoi ils discutent entre eux, quelles sont leurs problématiques. Voilà, ça c'est des sujets qu'on aurait pu se poser plus en profondeur avant, parce que nous on a plutôt fait des suppositions que des constatations. Mais au final, c'est bien parce que ça a mis dans une dynamique. On s'est dit, OK, on passe à autre chose. Maintenant, on est à l'étape marketing. On fait quoi sur le market? Et comme tu disais, JB, on n'y connaît rien. Donc du coup, c'était super parce que ça nous a permis de trouver des idées innovantes et aussi de mettre en commun des outils qu'on peut développer ou des stratégies qu'on met en place avec Notifiz. Je trouve Ok. intéressant ce que tu dis aussi. Il y a ce côté, on découvre des sujets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous les trois quand même un background assez similaire. On a tous les trois été à notre compte. Toi, Damien, tu étais encore à ton compte en l'occurrence. Mais je pense qu'on avait tous cette curiosité aussi d'aller apprendre de nouvelles choses, de faire des nouveautés. Et puis on s'est retrouvé un petit peu sur cette logique aussi d'avoir vu différents contextes, d'avoir envie de faire un truc à nous en fait. Je trouve que c'est un truc qui est revenu assez souvent, hein.
on discutait et que ce qui nous motivait, c'était le fait de sortir notre produit, notre projet. En plus, bah, Damien, tu l'as très bien dit, toi, ça te servait directement avec ton blog, et puis comme on vise toujours les mêmes cibles, faire une suite éventuellement d'outils ou des choses comme ça, c'est vrai que on trouve notre compte comme ça, quoi. Ouais, C'est vrai que c'est toujours plus motivant de faire des trucs qui nous appartiennent, quoi, au final. Mm. Parce que quand on est freelance, on fait toujours des produits, Pour on, d'autres, ré- on réalise toujours un peu le rêve de quelqu'un d'autre, quoi. Alors que bah, c'est là, ça. voilà, c'est nous, quoi. On est juste responsable de ce que nous on veut, de ce que nous on fait, quoi. ouais. Ouais, c'est intéressant parce que, alors vous pourrez repréciser de votre côté, mais j'ai pas l'impression que notre moteur premier, ça soit l'argent finalement. Non. On fait pas spécial, ouais, voilà, aucun de nous fait ça pour l'argent. Moi, je reste convaincu que l'argent, c'est la conséquence, quand on fait bien les choses. Mais on fait ça par passion, parce qu'on aime faire des produits, qu'on a envie de faire des produits, et qu'on a. Et moi, j'ai envie de me démontrer à moi-même que, ouais, je peux trouver un product market fit. Oui, je peux faire un produit qui est utilisé par des centaines ou des milliers de gens et qui ramène du cash parce que c'est la conséquence du fait qu'il y ait un product market fit. Ouais, carrément. Puis on serait peut-être pas lancé à trois si effectivement la motivation première c'était l'argent. Comme tu disais, là c'est bien rentable, c'est quand t'es en mini, t'es tout seul, effectivement tu minimises au maximum tes coûts, mais nous, je trouve qu'on a, déjà, on n'a pas trop de mal à essayer des choses, que ce soit des outils ou même de reprendre des méthodes. Bon, voilà, il y a forcément des choses qu'on pourra optimiser avec le temps, mais et puis c'est ce que tu disais aussi sur la logique un peu de comparaison avec du trading, c'est on va probablement lancer plusieurs dizaines de projets, donc quelque chose qui prenne éventuellement vraiment pour avoir l'utilisation derrière. Ouais, l'argent c'est plus une conséquence quoi derrière. Comme on a gardé tous une activité en plus à côté, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence absolue. Enfin, je veux dire, on n'est pas en fin de droit de chômage. Il nous reste 3 mois absolus, sinon on va manger de l'eau quoi. Parce que bon, on avait en plus, on a déjà rencontré en plus des gens dans ce genre de projet, dans ce genre de logique où effectivement on voit tout de suite la démarche c'est pas la même. Parce que tu es obligé d'absolument aller vendre ton truc et tout derrière. Alors que nous, on est plus sur, comme tu l'as dit, on découvre, on essaie de trouver le fit avec des utilisateurs sur des trucs qui nous paraissent sensés. Et voilà, moi je pense que la grosse étape prochaine pour moi, après, là, c'est vérifier nos assumptions, effectivement. Bon, ça, moi je. Ouais, c'est ça. Construire avec ce sentiment d'urgence, ça doit être tellement stressant, quoi. Moi, je sais que ça serait un chemin assuré vers le burn-out, quoi. Ouais, Ouais, c'est sûrement ça. stressant, Ouais. ouais, stressant, je pense, c'est une chose, mais surtout, ça pousse à vouloir aller vite et à balayer des choses qui pourraient marcher. Et en fait, on a souvent le sentiment qu'il y a des produits qui auraient pu marcher. D'ailleurs, il y a parfois des produits qui sortent, et il y en a eu plein d'autres avant qui faisaient exactement la même chose, et il y en a un qui marche parce qu'ils ont trouvé le bon canal, parce qu'ils ont trouvé la bonne approche, parce qu'ils ont passé plus de temps pour chercher. Et c'est vrai aussi dans les indie hackers, hein. Il y a un indie hacker dont je connais plus le nom, qui a créé une boîte qui s'appelle Starter Story. Bon, le gars, pendant 150 jours, il gagnait pas un euro. Et personne visitait son site, personne voyait ses stories, et il a fallu qu'il attende plus d'un an pour arriver réellement à en vivre, etc. Donc, ça montre bien que parfois il faut du temps pour que les choses se mettent en place, et quand il y a une deadline à l'expérience, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Bon, en tout cas là-dessus, je pense qu'on va aller vers une conclusion. Donc, de toute façon, on se retrouvera toutes les semaines, tous les mardis midi, à la même heure, 12h30, pour parler de nouveaux sujets autour des projets, de l'entrepreneuriat, de ce qu'on a découvert dans la semaine. Là, aujourd'hui, on a fait une approche assez générale. L'objectif, ça va être de rentrer sur des sujets beaucoup plus spécifiques, de parler de thématiques marketing, de comment on trouve les clients, de qu'est-ce qu'on teste, qui marche pas, comment on fait de la tech, quel stack on a, quelle approche financière, comment on choisit quelles dépenses on fait, qui paie quoi, comment on partage les dépenses, etc. Ça, c'est quand même des sujets qui sont importants et qu'on a taclés. Voilà. Donc, là-dessus, je vais,
vous allez pouvoir chacun donner votre mot de la fin, Damien et JB, et puis on clôturera ce live. Et bien sûr, si vous avez regardé le live que vous avez aimé, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, ou également à poser des questions, à mettre des commentaires, etc. Ou à indiquer s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, qu'on n'aurait pas abordé aujourd'hui. Damien, petite conclusion pour le premier live de ta live? Ça s'est plutôt bien passé au final. J'ai pas l'impression de m'être ridiculisé sur Internet, donc bah écoute, c'est positif. C'était non, mais c'est plaisant de parler de ça parce que bah ça met aussi en perspective ce que chacun d'entre nous on pense. C'est vrai qu'on n'en parle pas non plus entre nous de façon aussi détaillée. Et on se pose jamais pour parler de ces choses-là pendant 1 heure, donc c'est vraiment sympa. Donc ouais, ça va être cool de continuer à approfondir ce que nous on pense, notre vision des choses et puis bah les problèmes qu'on rencontre et puis bah si ça peut aider éventuellement certaines personnes qui sont dans ces mêmes problématiques-là, bah, c'est tout bénef, quoi. C'est sympa de raconter sa vie sur le temps de la pause du midi comme ça. C'était plutôt cool, puis c'était une première expérience comme ça, ouais, de live. On va clairement réitérer dès la semaine prochaine. Ouais, je partage ce que dit Damien. C'est vrai qu'on en discute de ces sujets. On avait, par exemple, je t'ai déjà posé la question de est-ce qu'on fait ça pour l'argent ou pas, quoi. Mais on n'avait peut-être pas été autant dans la réflexion, puis autant dans l'écoute aussi, le fait de se discuter comme ça. C'est vrai que ça fait un petit format un peu podcast, c'est assez sympa. Je trouve que c'est intéressant sûrement pour d'autres, notamment ceux qui se posent peut-être la question d'y aller en équipe plutôt qu'en solo. Mais je trouve que c'est intéressant pour nous aussi, dans le sens de l'équipe. Donc ouais, clairement, on va prendre en main les outils, etc. Ouais, toi, Jérôme, qu'est-ce que tu veux nous dire pour la fin? Et moi, pour la fin, pareil, j'ai vraiment apprécié le live. Je pense que oui, on le fait aussi et surtout pour nous au départ. Si ça peut servir à d'autres, c'est encore mieux. Moi, je trouve que c'est des discussions qui sont intéressantes, qui permettent aussi de prendre du recul sur ce qui a été fait, de structurer notre pensée, de structurer le projet, de structurer la philosophie de l'entrepreneurship system. Et j'aimerais beaucoup que des gens puissent collaborer, contribuer à ça, et peut-être un jour qu'on puisse aussi inviter des gens, pourquoi pas, avec nous, qui tentent l'expérience ou qui ont tenté des expériences différentes et qui veulent confronter ou partager les points de vue. Donc, très bonne journée à tous, et on se revoit mardi prochain à 12h30. Bye bye. Bonne journée à tout le monde. À la semaine prochaine, salut.